Salut tout le monde, bienvenue dans cette cinquième vidéo sur le jeu Combat Commander Europe publié par GMT Games en 2006. Dans cette vidéo, on va parler d'artillerie et de mêlée. Et on va aussi boucler la boucle là, sur ce qu'on appelle les Ordnance Weapons, dont je pense que j'ai parlé un petit peu, là, mais je voulais revenir là-dessus à cette heure qu'on a parlé des Fire, ça va être un petit peu plus facile à expliquer. Là. Fait que les Ordnance Weapons sont des weapons avec une bande blanche en bas. Elles ont essentiellement 4 caractéristiques spéciales. La première, leurs statistiques ne sont jamais influencées par les leaders dans leur hexagone. Et la deuxième, elles ne peuvent pas faire de tir d'opportunité trop passées réactives ou trop lourdes à manipuler pour se revirer sur un dixaine, comme on dit en bon québécois. La troisième, ne peuvent jamais participer à un fire group, doivent toujours être tirés individuellement. Puis la quatrième, doivent réussir ce qu'on appelle un targeting roll avant d'attaquer. Par exemple, si j'active cette unité-là, je veux tirer sur le pauvre sergent Kovalev sur qui on s'acharne depuis le début de nos vidéos. Avant de tout de suite m'exciter, puis de rouler, puis de dire 12 de firepower plus un fire attack roll, check bien ça. Je dois réussir un targeting roll, c'est-à-dire que je compte la distance vers le sergent Kovalev. Dans ce cas-là, c'est 5 hexagones. C'est un roll quand même, ça peut avoir des triggers puis tout le kit. Je flippe la première carte de mon deck. Cette fois-là, je vais multiplier les 2 dés ensemble. Et le produit, c'est ça qu'on appelle ça, le produit doit être supérieur à la distance à ma cible. Là, j'étais à 5 hexagones du sergent Kovalev, je flippe cette carte-là, tabarnak, 6 x 1, 6 de peine et de misère, si je réussis. Puis là, en ayant réussi, si j'échoue, il n'y a pas de suite, je ne fais même pas de fire attack roll, c'est terminé. Si je réussis, on poursuit, puis là, je fais un fire attack roll comme d'habitude. Il y en a de ces armes-là, comme vous voyez, qui sont quand même assez solides. Je veux dire, même s'ils ne peuvent pas faire de fire group, elles, seules, c'est quand même pas pire. Puis ils ont du range en sacrament, 16, c'est toujours ridicule, à moins que vous jouiez sur une map spéciale faite maison, ou est-ce que c'est juste de la plaine. Bien rare que vous allez vous rendre à 16. À noter que le targeting roll est influencé par l'hindrance, c'est-à-dire que s'il y avait eu, par exemple, un verger ici, puis que ma line of sight avait passé dedans, ce hindrance-là, fait que j'étais à 5 de distance du sergent Kovalev, j'aurais ajouté 2 pour le hindrance des vergers, fait qu'il m'aurait fallu, j'aurais eu 7 au total, il m'aurait fallu 8 ou plus pour que ça marche. Ça veut dire que dans ce cas précis-là, ici, ça l'aurait chié avec mon 6 x 1 égale 6. Certaines de ces ordnances-là, c'est aussi écrit smoke dessus. Ça veut dire qu'elles peuvent placer de la smoke. Ça veut dire qu'exceptionnellement, vous allez pouvoir viser un hexagone où il n'y a pas d'ennemis, parce que votre but, c'est pas de faire mal à quelqu'un. Et vous allez devoir faire un targeting roll pareil. Si ça chie, il ne se passe rien. Si ça fonctionne, dans l'hexagone que vous visez, vous allez prendre la première smoke du dessus de la pile. Au hasard, vous allez la colisser là. Encore là, on ne sait jamais c'est quoi l'efficacité de la smoke quand on décide d'en tirer. OK, ceci étant dit, parlons de l'artillerie request, qui est un ordre spécial. Ben, c'est un ordre, en fait, que vous avez au-dessus dessus de vos cartes. Pour être capable d'utiliser cet ordre-là, votre nationalité doit avoir une radio en jeu. Si vous n'avez pas de radio en jeu, c'est pas une valeur, mais un artillerie request, c'est considéré comme un command confusion. Il n'y a rien que vous pouvez colisser avec ça. J'ai triché un petit peu, je donnais une radio aux Allemands, mais normalement, là, dans beaucoup de scénarios, aucun des deux camps a une radio ou seulement un des deux camps. Des fois, les deux vont avoir une radio. Puis encore là, quelle puissance de radio vous allez avoir parce que chaque radio a une valeur de firepower et des fois, pas tout le temps, la mention smoke ici. Puis il y a des radios quand même assez solides. Ça va jusqu'à 12-13 de firepower, je pense. Ça commence à être rough en tabarnak. Là. Fait que sinon, si vous avez une radio en bon état de marche, euh, vous devez activer un leader qui n'est pas broken, qui va agir en tant que spotter. Fait que ce leader-là, encore là, ça va être son activation pour le tour. Fait que par exemple, si je décide que le caporal Winkler est mon spotter, puis je résous mon truc d'artillerie, je ne peux pas, plus tard dans le même tour, jouer par exemple un ordre de fire sur le caporal Winkler pour qu'il active lui puis sa bande alentour, puis qu'on décide de tirer. Le caporal Winkler, malheureusement, va avoir été activé, puis c'en est fait de lui pour le tour. Vous devez ensuite décider à l'avance, évidemment, avant de voir les rôles et tout le kit, est-ce que vous voulez faire mal à quelqu'un ou est-ce que vous voulez utiliser la smoke? C'est là que vous prenez la décision. Contrairement à un fire, vous pouvez choisir n'importe quel hexagone qui est à portée de vue, qui est en ligne de vue finalement de cette personne-là. Je pourrais essayer de viser dans le lac site, si je veux, parce que bon, comme on va le voir dans pas long, là, les tirs d'artillerie, c'est pas très précis. Là. Fait que des fois, il y a une petite game à jouer de dire, you know what, j'aimerais ça pogner le sergent Kovalev, mais je vais viser ici. Pareil, parce que peut-être qu'il y a d'autres unités russes, par exemple, qui sont ici, puis vous vous dites, ah, tiens, il m'a visé là, ouais, plus de chance. Tu sais, dans le fond, vous collez ça au radio, puis vous dites, ouais, envoie la sauce dans l'hexagone H4, s'il te plaît. Puis là, après ça, dépendamment comment ça chire, vous allez peut-être être content. Si ça chire en bas, vous allez pogner le sergent Kovalev. Si ça chire en haut, vous allez pogner la squad qui est ici. Bref, choisissez un hexagone à portée de vue.
Ensuite, vous devez faire un targeting roll, même à style mécanique qu'on vient de parler. Vous comptez la distance vers l'hexagone que vous visez. Vous considérez le hindrance là-dedans. Vous flippez la première carte de votre deck. Vous multipliez les deux trucs. Bref, il y a deux possibilités à ça. C'est précis ou c'est pas précis. Il existe un petit marqueur, le genre de petite cible que vous pouvez colisser. Fait que nous autres, on tire dans H4 ici. Mettons, on vient de remettre un espèce de rond ici pour dire que c'est comme la cible présumée. Là. Euh, Commençons par les bonnes nouvelles. Si c'est précis, d'abord, si un targeting roll ou un fire attack roll avec de l'artillerie a la mention jammed, ça calisse rien. Okay? L'artillerie n'est pas considérée un weapon. C'est quand même important. Là. Ça se fait avec une radio. C'est vraiment c'est une bébite spéciale qui est dans le radio box. C'est pas considéré comme étant un weapon. Même si vous pognez un jammed sur le targeting roll ou sur le fire attack roll, votre radio ne va pas péter nécessairement. Là. Parlant de ça, je vais aller. C'est rare, ça arrive, mais j'ai un doute. Qu'est-ce qui arrive si on pogne un jam sur le targeting roll d'un ordnance? Je pense qu'il ne se passe rien. Exactement. Fait que le jam est uniquement sur le fire attack roll, même sur le targeting, même pour des armes normales de ordnance sur le targeting. Ça crée ça rien. Fait que je visais H4, on va y aller avec les deux scénarios. Si je suis précis, à ce moment-là, je vais faire, je pense qu'ils appellent ça un drift roll ou quelque chose de même, je ne me rappelle plus exactement le terme. C'est-à-dire que là, je vais flipper encore là la première carte de mon deck. Là, je vais regarder les 2D. Puis là, sur chaque map, ici, vous allez avoir là, les six côtés d'un hexagone qui sont identifiés avec un chiffre. Ça veut dire que là, je pars de H4 et je vais chirer une fois vers 2 et une fois vers 6. Alors, 2 m'amène en haut à droite et 6 m'amène en haut à gauche. Fait que là, je ferai tac, puis après ça, tac. Fait que, finalement, ça l'atterrit à H3. Okay? Donc, ça, c'est le drift qui se passe. Fait que quand vous êtes précis, au pire, ça va bouger 2 hexagones. Des fois, ça va revenir dans le hex que vous avez visé. Mais tu sais, c'est quand même relativement pas pire comme précision. Puis oui, l'hexagone final, à ce moment-là, lui, peut être out du line of sight du leader. Tu sais, lui, il a fait de son mieux. Il a collé l'orée du bois ici. Et finalement, c'est arrivé un petit peu plus en arrière. À noter que ça, là, ce drift roll-là, c'est, si je ne m'abuse, le seul rôle dans la fucking game qui n'est pas un rôle. On dirait que vu qu'on n'additionne pas les 2D et qu'on ne multiplie pas les 2D, les règles sont claires, ceci n'est pas un rôle. Ça veut dire que si ici j'avais eu un sniper, un event, j'avais eu un time, j'avais eu un jam, il ne se passe absolument rien, on ne va pas dans le trigger, ça c'est rare en tabarnak. C'est la seule fois, à ma connaissance. C'est précisé dans les règles. Si le rôle n'est pas précis, ben c'est là où on rigole, puisque le dé blanc à ce moment-là va vous indiquer la direction où ça chire et le dé rouge, le nombre d'hexagones que ça chire. Fait que dans ce cas-là, c'est fucking pas précis. Fait que je m'en vais de 6 hexagones en haut à droite. Fait que je pars d'ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben tabarnak, je pogne des soviets pareil. Fait que mais ça peut vous revenir. Là, écoute, on a tout vu. T'sais, ça peut vous revenir d'en face pour avoir des hosties de situations abracadabrantes. C'est pour ça que faites attention parce que plus vous visez loin, plus vous avez de chances que votre targeting roll échoue. Donc, plus vous avez de chances que ça vous revienne d'en face. C'est sûr que si vous visez à ce point loin, que même un 6 ne peut pas vous revenir d'en face, vous n'êtes pas pire. Là. Mais bon, c'est un pensez-y bien des fois dans certains cas. Si ça chire off-map, oubliez ça, c'est foutu. C'est tellement. C'est dans une autre bataille, c'est dans une autre game de Combat Commander que votre artillerie va se manifester, c'est pas dans la vôtre. Sinon, l'endroit où ça finit, là, dans le fond, l'artillerie va venir poivrer non seulement l'hexagone où ça l'a fini, mais tous les hexagones alentour. Alors là, si votre but était de placer de la smoke, c'est pas compliqué, vous allez placer 7 smokes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la densité de la smoke va varier d'un hexagone à l'autre. Si vous allez tirer des tuiles de la pile de smoke ou du pochon de smoke, vous allez venir coller ça ici. Par contre, si vous faisiez une attaque, ben là, dans l'ordre de votre choix, vous allez résoudre une attaque distincte sur chacun de ces hexagones-là dans lesquels se trouvent soit des ennemis units et ou des fortifications, comme des foxholes, bunkers, pillbox, ces cochonneries-là. Fortifications qui sont comme des trucs
Ça se comporte un petit peu comme du terrain, mais c'est pas du terrain, c'est des tokens que vous allez venir rajouter là, basés sur certains événements ou même sur certains trucs de setup de scénario, du wire aussi, du barbelé, c'est considéré comme des mines, c'est considéré comme une fortification aussi. Là. Toute cette famille-là appartient aux fortifications. Fait que dans ce cas-là ici, là, pour finir l'exemple, si ça avait été précis, il n'y a que cette rifle-là contre laquelle je vais rouler. Je pars quand même à 9. Puis là, tu sais, je fais mon fire attack roll comme d'habitude. Puis là, cette unité-là va pouvoir le CV. Puis là, après ça, on passe au prochain hexagone s'il y en a d'autres. Fait que par exemple, si ça l'avait chiré comme de fait jusqu'ici, ben, j'aurais fait 2 attaques distinctes. Une première ici contre la squad avec le light machine gun, puis une deuxième sur la squad qui est ici. Comme je dis, c'est des attaques séparées. Puis après ça, le russe doit se défendre. Puis tout le kit comme d'habitude. C'est très excitant. C'est inutile de dire que l'artillerie, c'est très excitant, très intéressant. C'est pour 56 000 affaires, ça va-tu être précis, ça va-tu chirer? Si oui, ça chire de combien? Ça se ramasse où? Hop, finalement, comme je dis, juste là, on vient de voir là, dans un hostie d'exemple qui n'était pas du tout scripté pour rien. Une patente où j'essayais, moi, tant bien que mal, de pogner soit le sergent Kovalev, puis cette affaire-là, puis j'ai collé ça au radio, hostie, puis les gars m'ont livré les bombes ici. Là. Puis là, finalement, j'entends crier au loin, puis je suis là, ben, Chris, on doit pogner des Russes pareil. Fait que, tu sais, c'est quand même spécial tout ce que ça fait. Si, je disais, s'il y a des fortifications, il pourrait y avoir, par exemple, des mines ici, ou du barbelé ici, puis pas d'ennemis. Puis je vais quand même faire un fire attack roll, puisque il existe là, finalement là, pour chacune des types de radio, là, si le rôle naturel, vraiment le rôle que vous pognez là, sur la carte, dépendamment du firepower de votre radio, ça va bel et bien jusqu'à 13, comme je disais. Là. Fait que, par exemple, là, j'ai une radio de 9. Fait qu'avec une radio de 9, si je pogne un 11, pas ça pantoute, avec une radio de 9, ben c'est ça pareil ici, avec une radio de 9, si je pogne un 11 sur mon rôle qui est ici, je pète une fortification qui se trouve dans l'hexagone, le cas échéant. Fait que même les fortifications ne sont pas éternelles, même un fucking bunker, un fucking pillbox, des tranchées, des mines, du barbelé, ne désespérez pas si vous avez de l'artillerie. Vous pouvez être capable de décolisser ça là, avec un peu de luck. J'en profite pour vous montrer une action que je n'ai pas montrée encore, mais qui est pertinente dans bien des affaires. Là, fait que ça s'appelle Light Wounds. Fait que ça va dire ici, par exemple, on joue ça quand un German squad spécifiquement est sur le bord de breaker. Je la remplace avec une team et je perds un de VP. Mais pourquoi diable voudrais faire ça si je perds un de VP? Bien, n'oubliez pas. Fait que par exemple, la squad est ici. On a un exemple simple, là, on va en séparer. Là. Imaginez qu'elle est déjà broken. Imaginez que je me fais tirer dessus par le sergent Kovalev. C'est payback time. Il décide de me tirer dessus, puis finalement, oh, Callis est sur le bord de briser, donc elle est sur le bord d'être éliminée. N'oubliez pas, souvent les gens ne comprennent pas cette petite carte-là. Là. Elle est sur le bord d'être éliminée. Si elle est éliminée, ça va donner 2 de VP aux Russes. Ce que cette carte-là me dit, c'est de dire finalement, justement, Light Wounds, ils n'ont pas réussi à tuer tout le monde finalement. J'élimine la squad, j'enlève la squad pareil, je l'enlève de là, je la remplace avec une team. On revient là-dessus dans 2 secondes. Là. Puis je donne un de VP aux Russes. Finalement, le Russe va faire un de VP plutôt que 2. Puis moi, plutôt que de ne plus avoir personne dans ce style d'hexagone-là, ben, je vais avoir une petite team. Elle est peut-être broken, mais Chris, qui sait, elle va peut-être réussir à rallier. C'est peut-être elle qui va réussir à me gagner à la game. Fait que voilà le truc de Light Wounds. Fait que là, qu'en est-il? Une team, que c'est ça, Marco? Bon, ben, là, je suis dans le module vassal, là, mais je m'en viens ici. German Squad and Team. Il y a essentiellement 3 types de teams. Il y a des Green Teams, des line teams puis des elite teams. Vous voyez les statistiques qui augmentent en conséquence là, en fonction de la catégorie. Puis ça aussi, le scénario va préciser. Fait que tantôt, ouais, dans un des vidéos précédentes, vous avez vu le nombre d'ordres ici que j'avais. Là, fait que comme allemand, j'avais 2 ordres. Mais aussi, le scénario va vous indiquer dans quelle colonne coller ce marqueur-là, green, line ou elite. Et cette colonne-là détermine quand vous jouez des cochonneries de même, où il existe un autre événement aussi qui vous permet de remplacer des squads par des teams. Quel genre de team vous allez prendre? Ben là, dans ce cas-là, je remplacerai par une line team. Fait que je suis pas au bout de mes peines. Eux autres sont dégommés pareil. Elle arrive ici, pauvre petite, esti, puis elle est broken. Elle est remplacée par une team en conséquence. Là. C'est ce qu'ils appelle une matching team. Fait que, hey, là, elle est broken. Le Russe a réussi à scorer un VP. Même si le Russe la bute, celle-là, il va faire un VP de plus. Fait qu'au final, il va avoir fait son 2 VP comme s'il avait éliminé ma squad. Mais j'ai une chance de la rallier, peut-être, comme je disais, puis de l'amener à la gloire. OK.
Le deuxième ordre qui a rapport avec l'artillerie, il existe aussi, mais il y en a beaucoup moins, là. Il existe des ordres d'artillerie denied. Pour pouvoir jouer ça, il faut que votre adversaire ait une radio. Sinon, c'est l'équivalent d'un command confusion dans votre main. Fait que, par exemple, si le Soviet jouait artillerie denied, il vient péter ma radio. Fait qu'évidemment, je ne peux pas l'utiliser. Puis ce qui est écrit ici, c'est ces espèces d'abréviations-là, ou peu importe, là. La prochaine fois que je joue un artillerie request, plutôt que de tirer avec ma radio, je la répare. Mais à l'inverse, la prochaine fois que le Soviet joue un artillerie denied, il pète ma radio. Alors là, it's gone pour de bon, à moins que j'aie des renforts ou des hosties d'affaires de même qui m'en redonnent, là. Mais sinon, puis là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a plus de batterie dans la crise de radio. Là, c'est peut-être pas si simple que ça, mais comme il dit, ça se peut que là, maintenant, le haut commandement allemand priorise d'autres champs de bataille que le mien en ce moment. Fait que dans les faits, je me prive de radio jusqu'à la fin. Fait que artillerie denied, comme je dis, ça peut être pratique en tabarnak, mais si votre adversaire n'a pas de radio. En fait, artillerie request, artillerie denied, il y en a, quand on les cumule, il y en a un nombre surprenamment grand dans le deck. Ou en tout cas, quand vous n'avez pas, votre adversaire n'en a pas, on dirait que vous faites rien que piger ça. Comme je dis, c'est l'équivalent des command confusion quand vous n'avez rien là-dedans. OK. Dernier ordre qu'on va couvrir dans cette vidéo-là, c'est l'ordre d'advance. C'est l'ordre célèbre. Alors, quand vous jouez un advance, quelle est la différence avec les movements? Quand vous jouez un advance, les unités qui sont activées peuvent bouger de un et un seul hexagone. On se calisse de leur valeur de mouvement, un et un seul hexagone. Peu importe, même si je suis... on va prendre un bon exemple ici. Cette unité-là qui est là transporte cette grosse calice de patente-là, puis il n'y a pas de freebie dans Combat Commander. Si je fais un move, j'active cette unité-là pour un move, elle ne peut pas se déplacer. C'est bien de valeur. Elle a 4 de mouvement. Le gun, il donne moins 4. Elle a 0 de mouvement. Elle ne peut pas se déplacer. Okay? Elle ne peut même pas aller dans cette petite patente-là ici. Elle ne peut même pas se rendre sur l'hexagone de route pour avoir le plus 1. Parce qu'il faut qu'elle se rende dans l'hexagone de route pour avoir le plus 1 de mouvement. Fait qu'oubliez ça, elle est stockée là. Par contre, la règle d'Advance dit que vous pouvez vous déplacer d'un hexagone, peu importe. Fait que même si le fucking building, ça me coûte 2 pour bouger dedans, puis qu'elle a 0 de mouvement, avec un Advance, effectivement, elle peut s'en venir ici. Donc, vous bougez d'un hexagone, peu importe quoi, tant que c'est pas impassable. C'est pas parce que je joue un Advance que je peux aller me baigner dans le lac qui est ici. Là, le lac est impassable, ça, on oublie ça. Mais sinon, ça va se colisser de votre valeur de mouvement, ça va colisser, parce que là, imaginez de quoi dans le pire. Imaginez qu'elle est ici, puis qu'elle est broken. Okay, fait qu'officiellement, là, j'exagère à peine. Je pense que c'est vrai. Elle a moins 3 de mouvement en ce moment, cette unité-là. N'empêche, avec un advance, en rampant à terre puis en poussant ça, de paix et de misère, avec un advance, ils sont capables de venir ici. L'autre gros avantage, pas de tir d'opportunité quand vous faites un advance. Vous bougez juste d'un hexagone, vous faites attention, vous checkez alentour. Là, marchez sur la pointe des pieds. Pas d'opportunité fire quand vous faites un advance, même si vous êtes en line of sight d'un ennemi ou peu importe. Mais évidemment, le clou du spectacle, avec un advance, c'est la seule façon que vous avez de pouvoir entrer dans l'hexagone d'un ennemi. Fait qu'eux autres peuvent être ici et se regarder dans le blanc des yeux depuis tout à l'heure, puis peut-être qu'ils vont rien que se tirer, puis toute l'équipe, puis ça va s'en finir là. Là. Mais si je joue un move, je ne peux pas, avec le caporal Winkler, jamais bouger dans un hexagone avec des unités ennemies. Par contre, avec un advance, je pourrais prendre le caporal Winkler, puis m'en venir dans l'hexagone des Russes. Puis là, à ce moment-là, ça va trigger ce que le jeu appelle une mêlée. Fait que là, combat au corps à corps, on sort les couteaux, le couteau entre les dents, puis toutes sortes d'affaires pour se faire mal. Là. Mais ça, c'est toujours un moment épique dans une game de combat. Ça finit souvent de même, surtout dans les scénarios attaquants et défenseurs, où est-ce que l'attaquant est parké, le défenseur est parké là, puis vous ne voyez pas le jour dans le building, vous allez pouvoir y faire mal. Puis là, tranquillement, pas vite, vous avancez, c'est comment, mon Christ, je m'en viens dans le bois ici. Puis à un vous arrivez collé, puis là, c'est tendu en tabarnak, parce que là, quand vous êtes collé, comme je dis, vous pouvez vous faire tirer avec des hand grenades, puis toutes sortes de trash. Mais à un moment donné, peut-être que vous allez dire, bon, ben là, ça y est, le timing est bon. Si je fais un advance, puis je m'en viens là. Qu'est-ce qui arrive dans une mêlée? Ben, d'abord, il y a une action qui est très importante que j'ai mis ici. Un classique. Puis des fois, on les accumule dans notre main. Pour les accumuler dans notre main, même si ça clogue notre main, là, mais surtout comme attaquant, on va en cumuler, on va attendre d'avoir 2, peut-être même 3. Fait que d'abord, quand il y a une mêlée, en commençant par le joueur inactif, le joueur qui ne s'est pas déplacé, ce joueur-là peut jouer autant d'embuscade, d'ambush qu'il veut. Après ça, l'attaquant peut jouer autant d'ambush qu'il veut. Puis après ça, on résout.
Qu'est-ce que ça crée, cette ambush? Ben, vous forcez l'adversaire à briser une de ses unités qui participent. Ça change le portrait de la mêlée en tabarnak. Là, on aurait peut-être eu quelque chose de relativement semblable. Là, on a finalement une squad avec un leader, puis de ce bord-là, on a une squad avec un leader avec des statistiques similaires. Mais imaginez par exemple que le Russe joue 2 ambush, puis que moi, comme Allemand, j'en ai pas. Et tabarnak, première ambush qui joue, ouais, on va briser eux autres. Deuxième ambush qui joue, ouais, on va briser lui. Ben là, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même mêlée qu'on va avoir. Là. Fait que, puis des fois, s'il avait joué 3 ambush, il aurait fallu que je décide d'éliminer le leader ou d'éliminer c'est saignant en hostie. Là. On ne sort pas indemne, personne ne sort indemne d'une mêlée là, de manière générale. Là. Fait qu'une fois que tout ça c'est fait, encore là, en commençant par le joueur inactif, c'est important, on va parler de l'initiative probablement dans une prochaine vidéo, là, mais en commençant par le joueur inactif, ce joueur-là fait un melee attack roll, fait qu'il flippe la première carte de son deck, et il va venir ajouter à ça le firepower finalement là, de toutes les unités présentes. Et les armes ne contribuent pas en mêlée, ça c'est très important, fait qu'il est bien le fun, le medium machine gun en mêlée, ça ne vaut pas de la crotte. C'est plus le temps de sortir ça. Là. Là, comme je dis, c'est le temps de sortir là, vos étoiles de ninja et ces affaires-là. Là. Donc, dans le cas du russe, important, le rifle, n'oubliez pas qu'il est boosté par Kovalev. Fait que le rifle a 5 plus 2, il y a 7. Kovalev lui-même se bat. Il y a 2. Fait que ça donne 9 au total pour le Soviet, plus sa carte, éventuellement. Puis ça a même hostie d'affaires pour l'Allemand. Fait que 5, la Rifle Squad, 5 plus 2, elle a 7, plus le lieutenant von Kerstys. Fait que c'est sans ambush, là, c'est 9 à 9. C'est un hostie de crapshoot, cette crise d'affaires-là, puis ça peut aller dans n'importe quelle fucking direction. À noter que les unités qui ont un boxed firepower ont plus 1 en mêlée. Puis ça peut être très important. Des fois, ça peut faire la différence. Puis c'est la seule fois où une statistique qui est boxée est référée dans les règles. Les autres fois, c'est tout le temps référé sur des cartes, là, comme les exemples que je vous ai montrés, Spray Fire, Assault Fire, puis toutes ces cochonneries-là. Là. Mais, mais le boxed firepower, ça faut s'en rappeler en mêlée. Ça nous donne plus 1. Puis au plus fort la poche, au terme là, des 2 rôles, celui qui a le plus haut total gagne. Toutes les autres unités sont éliminées. Toutes les unités, fait que, par exemple, le russe gagne, toutes les unités allemandes sont éliminées. Il n'y a pas d'histoire de briser, à part avec Ambush là, dans une mêlée, il n'y a pas d'histoire de briser. Le perdant d'une mêlée perd tout son fucking monde, point à la ligne. Puis en voulez-vous une meilleure? En cas d'égalité, tout le monde crève dans les 2 camps. Fait que, il ne reste plus un crise de chat. Euh, il y a une petite exception, là, genre si le défenseur est dans un bunker ou un pillbox, là, qui est vraiment des fortifications de luxe, là, il gagne les égalités. Mais sinon, dans la grande majorité des cas, dans les égalités, les 2 camps vont crever. Fait que c'est un fucking pensez-y bien. Encore là, si vous êtes attaquant, peut-être que vous allez le prendre, ce trade-là, puis vous allez dire, ah, tout le monde est éliminé, parfait. Si au moins tu as décollé de là, puis Chris, après ça, ma petite rifle peut peut-être réussir à se rendre. Vous pouvez, si vous voulez, overstacker dans une mêlée, c'est-à-dire que j'aurais pu avoir ça ici, là, puis faire un advance, activer tout le monde, dire tiens, mon calice, si on s'en vient tout là. Puis là, vous êtes conscient que si jamais vous gagnez la mêlée comme allemand, vous allez vous retrouver dans une situation d'overstack, sauf que c'est probablement mieux ça que de risquer que de perdre la mêlée. Pour résoudre un overstack là-dedans, c'est pas compliqué. Vous allez devoir éliminer l'excédent. Mais avant d'éliminer l'excédent, vous pouvez prendre une de vos squads et la déployer en 2 teams à la place. Est-ce que ça vous permet, avec les mêmes règles que j'ai expliquées tantôt, fait que là, ce Rifle Squad-là deviendrait 2 line teams allemandes, 2 tokens de 2 bonhommes. Ce que ça fait, c'est que là, je vais pouvoir décolisser un des tokens de 2 bonhommes puis garder l'autre. Là, je vais être correct avec le stacking limit. Il va me rester Von Kerstys qui est une silhouette, ma première squad qui est 4 silhouettes, puis la line team qui reste qui est 2 silhouettes, ce qui donne 7 au total. Fait que les règles disent qu'en cas d'overstack, vous pouvez prendre une squad, la déployer en 2 teams. Puis si ça vous aide, tant mieux, mais c'est pas tout le temps le cas. Là, parce qu'il n'y a pas de limite à ça. J'aurais pu entourer le Soviet aussi puis l'attaquer avec 5 squads en même temps. Puis après ça, tout éliminer les squads en surplus. Là. Il faut vouloir en tabarnak. J'espère que cet objectif-là vaut la peine. C'est excitant en tabarnak. Puis une dernière action, le fameux no quarter, fait que quand une unité allemande survit à une mêlée contre des soviets, peu importe que ce soit moi qui l'ai initié ou l'autre, 2 points de victoire, puis on se tape dans le dos. C'est quand même une mécanique importante. Le fire, ça fait une certaine chose, mais comme je disais, le mané, si vous essayez de tirer là, dans un bunker, un pillbox, même un building avec un leader puis tout le kit, c'est tough en tabarnak. Là. Vous allez avoir un hostie de bon machine gun puis un gros fire group, là, parce que sinon vous allez tirer là-dessus toute la journée puis vous n'en viendrez jamais à bout. Là.
Fait qu'à un moment donné, des fois, là, bien malgré nous, on se dit, OK, on va commencer à avancer et à se rapprocher tranquillement, Chris. Puis là, on sent la mêlée s'en venir. Puis là, les deux camps se mettent à défausser comme le calice, désespérément à la recherche d'embouches pour être capable de s'aider pendant la mêlée. Là. Sauf que le temps que vous gardez des embouches, comme je dis, ça réduit votre main. C'est là, je me dis, j'ai 2 embouches, j'ai 3 embouches. Tabarnak, il me reste rien que 2 cartes utilisables dans ma main. Fait que là, les affaires de recover puis les autres ordres intéressants de tir d'opportunité puis tout ça, je les ai peut-être pas. Fait que c'est vraiment, c'est un art et c'est délicieux en crise, cette affaire-là. N'importe quel asti joueur de Combat Commander peut vous compter pendant toute la journée des histoires de mêlée absolument cocasses et grotesques qui sont arrivés. Puis n'oubliez pas que tout, comme d'habitude, dans tous ces hosties de rôles-là, les 2 rôles de mêlée, il peut y avoir des événements, il peut y avoir un sniper tabarnak qui va venir, tu sais, il peut y avoir 56 000 affaires qui arrivent dans le cours de cette affaire-là. Fait que, voilà, on s'arrête ici. Euh, il reste max 2 vidéos, je pense. On va checker voir si je peux finir avec un dernier vidéo, mais d'après moi, ça va peut-être plus piler en 2, surtout si je veux parler de certains événements ou de d'autres gugus. Là. Mais au niveau règles pures, on achève en crise. À plus.